Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Ça y est, aujourd'hui est un grand jour. La version 5.0 de Blender est officiellement disponible au téléchargement et comme toujours, totalement gratuitement, bien évidemment. Voici la version. Alors, ce qu'on va faire, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, on va aller sur le site officiel de Blender. Si jamais vous voulez télécharger cette version 5.0, vous pouvez aller ici sur Download Blender 5.0. Alors moi je l'ai déjà, avec Steam, elle se met à jour automatiquement. Donc on va cliquer sur What's New pour passer un petit peu en revue le patch notes. Comme d'habitude, vous avez la vidéo officielle de Blender si vous le souhaitez. Et on va scroller un petit peu. Donc 5.0, ça reste quand même un gros gap en termes de nomenclature de version. Il y a quand même pas mal de nouveautés qui sont assez intéressantes. Il y a une grosse feature qui malheureusement est manquante, qu'on attendait tous. J'en parlerai peut-être un petit peu à la fin, pardon, mais ça va pas tarder à arriver, je pense. Donc les premières modifications, c'est tout ce qui est gestion de la couleur. Donc Blender essaie de rattraper un petit peu son retard par rapport à ça. Maintenant, il y a un support natif d'un White Gamut et de l'HDR Color Space. Alors, on va pas rentrer dans les détails ultra techniques, ce serait beaucoup trop long et je ne serais pas capable de tout vous expliquer. Mais globalement, maintenant, il y a deux nouveaux standards. Il y a le REC 2020 ainsi que l'ACES 1.3 et 2.0 qui permettent d'offrir un espace colorimétrique de travail beaucoup plus étendu. Donc là, le schéma parle de lui-même. Entre le REC 709 et le REC 2020, on a quand même une palette de couleurs beaucoup plus large, ce qui vous permet de retravailler vos scènes un petit peu plus proprement en termes de data et du coup de récupérer des données tellement étendues qu'en termes de pipeline ensuite de compositing, ça vous offre des possibilités qui auraient été impossibles avec les anciennes valeurs parce qu'elles auraient été clampées, bridées beaucoup plus rapidement. Donc là, vous avez quelques exemples de ce que ça peut donner en termes de colorimétrie. On voit que du coup, on récupère des informations qui ne sont pas présentes sur l'ancien espace colorimétrique RED 709, là où elles apparaissent, vous voyez, en termes de couleur sur le 2020. Donc ça, c'est à vous un petit peu de creuser si jamais ça vous intéresse. Il y a deux sortes de pipeline. Donc vous pouvez soit définir l'espace de travail directement avec un espace colorimétrique précis, soit utiliser ce qu'on appelle une transformation d'espace colorimétrique pour retrouver les couleurs définies. Donc ça, c'est une notion un petit peu complexe, mais rien ne vous empêche, si vous n'avez pas un écran compatible Rec 2020, de passer un ACES pour que la donnée dans Blender soit configurée en ACES, et vous avez une matrice de transformation qui vient vous reprojeter les couleurs en simulant un espace colorimétrique, mais il faut bien comprendre les deux notions, de ne pas confondre l'espace colorimétrique de travail et l'espace colorimétrique d'affichage. Donc ces deux notions un petit peu différentes qui sont assez complexes à expliquer. Ça, je pense que ça va surtout intéresser ceux qui travaillent de manière un petit peu professionnelle, voire semi-professionnelle. Pour les personnes qui débutent un petit peu dans Blender ou autre, c'est des notions déjà un petit peu avancées, mais ça montre que Blender commence un petit peu à rattraper son retard, avec vraiment la compatibilité ACES, comme il est indiqué juste ici, qui est vraiment native. Avant, elle n'était pas présente partout sur le logiciel, on était obligé de passer par des transformations, donc là c'est quand même très très cool. Et c'est basé toujours sur l'OCIO, donc Open Color IO. Donc tout ce qui est espace colorimétrique, color management comme on dit en anglais, on pourra en parler plus en détail si vous voulez lors des streams Twitch ou autres, si vous voulez qu'on rentre un petit peu de manière détaillée sur ce que ça implique sur votre manière de travailler. Beaucoup de modifications sur le sky texture. Souvenez-vous, on en avait un avant qui s'appelait notamment le Nishita qui permettait d'avoir ce qu'on appelle du single scattering, c'est-à-dire qu'on avait une seule itération de propagation de lumière. C'était pas forcément ultra réaliste, que ce soit en termes de comportement dans une scène ou en termes de cycle jour-nuit. On était obligé de mettre ça en amont et de retravailler après coup avec d'autres lights. Maintenant, avec un simple sky texture, regardez la différence. Ça, c'est ce qu'on avait avant. On a quand même des couleurs assez fades. On voit que ça manque de profondeur dans l'intensité d'éclairage de sky. Maintenant, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus joli. Donc non seulement, vous voyez, en termes d'éclairage, c'est plus sympa, ça va nous permettre potentiellement d'utiliser moins de light en cumul du sky texture pour rattraper un petit peu le retard de l'ancien Nishita qui était présent juste sur la partie de gauche. Et surtout, en ce qui concerne le cycle jour-nuit, on a une propagation de la couleur qui est beaucoup plus réaliste. C'est vrai qu'avant, quand on s'approchait d'une élévation très faible du soleil, on avait des couleurs qui n'étaient pas forcément extrêmement précises. On n'avait pas non plus d'horizon vraiment marqué, donc on avait une couleur totalement biaisée en dessous du niveau de 0, ce qui est un peu problématique. Là, on a un horizon plus marqué, une bonne gestion de la couleur, et le cycle jour-nuit marche beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça manque encore de quelques features pour rattraper le retard comparé à ce que fait la concurrence, avec par exemple V-Ray qui permet de faire dynamiquement des nuages ou autre, qui est vraiment chouette, mais c'est déjà un premier pas pour avoir quelque chose
qui est un petit peu plus professionnalisant en termes de fonctionnalité. Très intéressant également, le tiling radial. Donc avant, il était impossible de faire un tiling en mode radial dans Blender. Maintenant, vous avez possibilité, avec le radial tiling, de prendre une texture. Automatiquement, elle va vous découper ça avec une sorte d'UV dynamique, entre guillemets, et ça vous permet de projeter de manière radiale des textures. Alors on va toujours potentiellement avoir des petits soucis sur l'épaule, hop, la présence juste là, parce que forcément la texture va être soit écrasée, soit étirée, et on s'aperçoit que de temps en temps, il y a des petites choses, des petites imperfections. Ça peut pas être magique, mais ça permet vraiment de faire une projection radiale en passant de ceci à cela. Et c'est quand même très très cool. Avant, c'était beaucoup plus galère. On était obligé de faire des UV custom, de travailler la texture de manière à ce qu'elle soit radiale de base. Donc là, c'est un petit outil qui est assez cool. Pas mal de modifications dans le multi-resolution baking. Donc ce qui permet, notamment ceux qui font du sculpt connaissent ce modifier-là. Donc maintenant, il y a le support pour baker le vector displacement, qui est très très cool. Vector displacement, je rappelle qu'il ne faut pas confondre avec le displacement de base. Le vector displacement, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire un displacement beaucoup plus poussé parce qu'il est basé sur des vecteurs, donc avoir des changements éventuellement de courbe, là où le displacement de base est uniquement sur une valeur de 0 à 1 qui va pousser les points. Donc là voilà, pareil, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de rentrer précisément dans tous les détails techniques de ça, mais plutôt de vous présenter les nouveautés. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reviendra individuellement sur des points qui vous intéressent. Pareil, la gestion des handguns, possibilité de baker uniquement ce qui est sélectionné, une meilleure gestion du niveau de subdivision et des UV, et quelques nouvelles options, notamment le conform base, de ce que j'ai vu en termes de présentation et de démo, ça marche quand même assez bien. Donc ça, à tester, je ne l'ai pas encore testé, j'ai testé les autres fonctionnalités, mais celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, il faut que je m'y mette. Ça, très très cool. Alors, en termes d'affichage, c'est pas très chouette, donc je vais faire comme ça. Possibilité maintenant d'utiliser les fameuses repeat zones, qui, souvenez-vous, sont présentes dans le Geometry Node depuis quand même pas mal de temps, et qui permettent tout simplement de faire répéter, de faire avec un nombre d'itérations, une certaine action. Donc en Geometry Node, on l'utilise par exemple pour faire un array, on va l'utiliser pour faire des sortes de pseudo-simulations. Il y a plein de petites choses qui peuvent être intéressantes sur ça. C'est vraiment un côté itératif et une boucle pour répéter une action. Donc grâce à ça, on va pouvoir obtenir des matériaux procéduraux qui se rapprochent un petit peu de fractal. C'est exactement ce qu'on a ici. On voit qu'en fait, c'est la même opération qui est répétée en boucle avec cette spirale qui part à l'infini. Vous voyez, on a une spirale ici, qui elle-même crée une spirale, qui elle-même crée une spirale. Et ça, c'est un nombre d'itérations précis. C'est exactement le principe des fractales. Fascinant. Si ça vous intéresse, c'est beaucoup de mathématiques derrière. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Très rare pour le souligner. Donc, Eevee supporte les dynamic iteration count, donc un nombre d'itérations de répétition dynamique, alors que Cycles est limité à un nombre précis pour le moment. Donc, c'est quand même rare que Cycles fasse des choses moins bien que Eevee, donc je voulais en parler. Ça se comprend, hein, vu que Eevee n'est pas un moteur pass racing, on a quand même beaucoup moins de contraintes de calcul, donc ça fait partie du feature qui marche bien avec Eevee, donc c'est quand même intéressant. Le way, c'est un exemple où il augmente des itérations par rapport à un autre précis, et ça permet vraiment de créer cet effet de fractal. Ce qui est cool, c'est que maintenant, ils ont vraiment mis à chaque fois un download file juste en dessous les petites vidéos de démo, donc si jamais ça vous intéresse, c'est toujours intéressant d'avoir un premier exemple, de voir un petit peu comment ça fonctionne, et essayer après de se dépatouiller pour faire notre propre outil. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc concernant le rendu, il y a plein de petites nouveautés, notamment des améliorations de performance sur le Voronoi, sur plein de petits trucs, le light linking, les render pass, donc ça c'est vraiment cool. Des améliorations pour le rendu de volumétrique. Donc je vous rappelle que le volumétrique, c'est l'effet d'absorption de lumière qu'on utilise pour les nuages, pour le brouillard, pour une sorte d'ambiance, d'atmosphère qui va absorber un petit peu la lumière, pour une petite fumée qui va sortir du sol le matin. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle du volumétrique. Avant, on avait pas mal de soucis de rendu, notamment quand on avait plusieurs volumétriques qui étaient en interpénétration, donc en overlapping, voilà, les overlapping volumes. Et maintenant, on a quelque chose qui rend beaucoup mieux, donc avec le unbiasedly, alors unbiased, ce mot est imprononçable. Donc avant, c'était le biased de base, et maintenant, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus smooth. On a moins de fireflies, on a moins d'artefacts
soit sombre, soit clair dans les interprétations de volume. Les bords, vous voyez également, sont beaucoup plus smooth. Donc, globalement, ça permet d'améliorer, pour faire simple, la qualité des rendus des volumétriques. Sachant que ces deux images-là, bien évidemment, ont été rendues les deux en 30 secondes. Alors, j'ai testé cette fonctionnalité-là sur ma dernière scène et effectivement, ça permet d'avoir un rendu un petit peu plus précis sur les volumétriques. Donc là, ils ont pris un exemple vraiment très marqué avec des lights à l'intérieur de volumes, des volumes qui se croisent, qui s'overlappent. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en termes d'optimisation, ça c'est catastrophique, mais ça vous montre un petit peu par l'exemple extrême que ça fonctionne. Et pour l'avoir testé sur une scène un petit peu plus simple, ça marche très bien. Des améliorations sur le Substance Scattering. Donc là, pareil, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça permet, c'est un shader spécifique qui permet de créer par exemple du plastique particulier, de la peau, de la cire. Donc c'est tout rayon lumineux qui va rentrer sur une surface, dans une surface, pardon, faire ce qu'on appelle du scattering, c'est-à-dire être démultiplié X fois dans la surface et ressortir. L'exemple typique, c'est si vous mettez une lumière derrière votre peau fine, là, de la main, des oreilles ou autre, vous voyez qu'on a une sorte de rouge qui apparaît dedans. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on voit ici. Donc sur l'ancien rendu, si jamais, alors avant de faire le avant-après, hein, il y a quelque chose qui était toujours un petit peu choquant, c'est que quand on avait des surfaces assez proches de SSS, on avait des sortes d'artefacts très sombres, vous voyez, sur le sol ici. C'était pas de l'occlusion, c'était pas non plus de la GI qui était mal castée, c'était vraiment un problème d'éléments proches avec du SSS. On le voit ici, ça fait un effet également de cerne. Et là, vous voyez, ça rajoute du bleu avec la surface du sol, c'était vraiment pas beau. Maintenant, avec le multi-bounce, on a vraiment quelque chose, vous voyez la différence, qui est beaucoup plus précis. On a encore le souci qui est plus ou moins présent, mais c'est plus véritablement un souci parce que c'est potentiellement le résultat qu'on attend quand on fait du SSS et qu'on a quelque chose qui touche vraiment la surface, mais ça corrige quand même énormément de problèmes. Là où c'est le plus marqué, c'est sur les parties inférieures de l'objet ou sur les fameux cernes. Regardez juste ici ou là, le problème a totalement disparu. Donc par contre, donc ça réduit bien les artefacts sombres. À quel prix? Un petit peu plus de temps de rendu. Mais ça, c'est pas très grave. Maintenant, avec toutes les optimisations de denoise et tout, on peut se permettre, et avec les configurations qui sont de plus en plus poussées et les optimisations de rendu, on peut se permettre éventuellement d'avoir un petit peu plus en termes de coût de temps de rendu pour une meilleure qualité. C'est toujours un curseur un petit peu à trouver entre temps de rendu, qualité en fonction de vos images. Et c'est là que le noise threshold est vraiment utile, mais j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Donc ensuite, un nouveau type de shader, ça tombe bien parce que des gens posaient la question la dernière fois sur ça. Comment faire un effet irisé? Un petit peu sur des, comme on a ici, hein. Donc ça y est, c'est possible. Avec l'iridescence, donc on va pas rentrer dans les propriétés physiques de qu'est-ce qu'un un shader iridescent. Alors en fonction de ce que vous avez fait, mais en électricité c'est un truc sur les charges électriques et tout. En shader c'est encore autre chose. Là aussi, sujet fascinant, mais ça permet globalement d'obtenir ce genre de rendu. Donc si vous allez dans le Learn More, vous avez plein d'exemples avec des paramètres différents pour vous montrer comment ça se comporte, mais ça permet vraiment, ça avant c'était assez compliqué, on était obligé de faire un noise dans la color du métallique, ça rendait pas forcément bien. Maintenant, c'est présent de manière native à la fois sur le Metallic BSDF et sur le Principal BSDF. Donc ça, c'est nickel. L'adaptation, la subdivision adaptative. Donc ça, c'est quelque chose qui était demandé depuis des années, qui avait déjà été développé sur Blender depuis pas mal de versions, mais qui était toujours en feature définie comme expérimentale. Donc qui dit feature expérimentale dit que il y avait des crashs, c'était pas optimisé, ça marchait pas souvent. Maintenant, ça y est, c'est officiel. Globalement, ça permet quoi? Cette image, elle est très bien pour expliquer ça. Ça permet d'adapter la subdivision en fonction de votre caméra. Je m'explique. Par défaut, quand on fait un subdivision surface, il n'est pas view dependent, c'est-à-dire qu'il va vous subdiviser de manière homogène l'intégralité de votre mesh. Ce qui n'est pas du tout optimisé. Parce que là, si ma caméra shoot le sol qui est présent juste là, j'ai pas envie d'avoir la même densité de subdivision au fond, ça ne sert à rien. C'est un petit peu, si on fait le parallèle en termes de rendu, l'équivalent du noise threshold. Le noise threshold, il va lancer des rayons, et quand il va s'apercevoir que sur le pixel, il n'y a plus nécessité de rajouter de la puissance de calcul, il va s'arrêter pour allouer sa puissance ailleurs, là où c'est nécessaire. C'est vraiment un calcul d'efficience, donc avec un coût, avec un ratio coût-résultat le plus optimisé possible. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Blender va dire, ok, l'utilisateur me demandait de faire des subdivisions. Donc on a un certain seuil par pixel, on y viendra après si vous voulez. Donc plutôt que subdiviser l'intégralité de ma surface, je vais subdiviser ce qui est visible à la caméra et de manière dégressive
faire une subdivision progressive sur l'intégralité de mon mesh. Alors pourquoi malgré tout c'est important de subdiviser le reste? On pourrait se dire, là ma caméra voit que ça, je subdivise pas à côté. Pour deux raisons. Déjà pour des problèmes de raccord, si on a un display qui est assez élevé pour créer des sortes de monticules, on a envie qu'on ait une projection quand même de surface d'ombre sur mon élément. Si j'ai une sorte de miroir, j'ai pas envie de voir que mon display il s'arrête de manière brute. Et notamment si j'ai des transitions de caméra, des translations, des rotations, des changements de focale ou autre, je veux que la transition se fasse de manière douce. Si je passe d'une subdivision de 0 à 10, il y a des choses qui vont pop ou disparaître. Si je passe d'une subdivision de 1 à 2, puis 3, puis 4, je vais avoir quelque chose de progressif et du coup ça va être optimisé. Globalement en vidéo, voilà ce que ça donne. Donc vous avez ici la vue caméra. Donc ça veut dire qu'en vue caméra, normalement la densité de subdivision reste tout le temps la même. C'est l'objectif. Parce que vous, ce que voit la caméra ne doit pas changer. Par contre, en termes de vue 3D, de dessus, vous voyez qu'en fonction de la position de la caméra, ça va changer. Et ce qui est intéressant, ils ont fait exprès de le montrer, c'est que c'est adapté à tous les paramètres de la caméra. C'est-à-dire que si vous changez la focale, ça va bien évidemment s'adapter. Vous voyez que là, j'ai une certaine subdivision. Il va aller exprès dans le menu pour changer la focale. Et vous voyez que ça s'adapte également. Donc, c'est pas uniquement basé sur la position de la caméra, c'est également basé sur le champ de vision de la caméra. Donc, globalement, les pixels affichés à l'écran vont être traités d'une manière différente en fonction des paramétrages. Donc ça, c'est super. Ça, c'est à utiliser systématiquement, quasiment, quand vous faites du displacement, notamment. Alors, même si vous utilisez la subdivision pour autre chose, mais l'exemple le plus parlant, c'est le displacement. Parce qu'avant, c'était très très lourd. Si je shootais vraiment une partie précise de mon sol, j'étais obligé d'avoir une densité de subdivision énorme sur mon objet, alors que j'ai vraiment une petite portion qui m'intéresse. Il y avait des alternatives. On pouvait soit faire du géométrie node pour avoir un radius de subdivision, soit faire nous-mêmes les subdivisions à la main. C'est pas dynamique, c'est lourd, c'est pas optimisé. Là, c'est vraiment cool que ce soit traité par le moteur de rendu directement. Donc ensuite, des optimisations d'ouverture de scène et de compilation de shaders. Souvent, quand on ouvre une scène, en fonction du mode dans lequel vous êtes, ça compile également les shaders, ou sinon c'est quand vous passez en Material Preview ou en render avec Eevee. Donc vous voyez qu'il y a des grosses optimisations, surtout avec OpenGL. Pourquoi? Là, il y en aura peut-être qui seront déçus, mais parce que vu que Vulkan est déjà très optimisé en termes de processus et de parallélisation des calculs, forcément la marge de progression est plus faible. Alors c'est quand même intéressant, parce qu'ils arrivent à optimiser ça, mais avec OpenGL, qui n'est pas du tout optimisé, qui n'est pas fait pour traiter ce genre d'informations de manière rapide, de par la manière dont il a été conçu, c'est pas la philosophie de l'OpenGL, mais forcément la marge de progression va être beaucoup plus importante, mais normalement, même en optimisant du OpenGL, c'est très difficile de rattraper Vulkan. Donc Vulkan est de plus en plus stable, j'ai jamais eu de soucis de mon côté depuis les dernières versions. Ça dépend ce que vous faites. Si vous faites par exemple de la réalité virtuelle, on verra un petit peu plus bas, ils ont fait un petit paragraphe dessus dans Blender parce que c'est possible. Vulkan n'est pas bon pour ça. Il y a beaucoup de crash. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue, mais des optimisations, ça c'est vraiment cool. Des modifications d'affichage dans la viewport avec les matcaps. Les matcaps, je vous rappelle que ce sont des sortes de matériaux de presets pour votre viewport uniquement. Avant, on pouvait très mal régler certaines options. Par exemple, Specular Light. Maintenant, on peut l'activer ou non. Et vous voyez, ça rajoute des petits reflets assez sympas qu'on ne pouvait pas avoir avant dans nos scènes. Donc ça, notamment si vous sculptez en temps réel ou autre et que vous voulez voir des petites intentions, parce que le fait de rajouter de la spéculaire, ça va vraiment surligner certains volumes. Vous voyez, par exemple, le trait que vous avez ici, sans spéculaire, vous vous rendez pas compte d'à quel point l'ajout va être volumique. Donc ça vraiment, c'est un grand intérêt pour ceux qui font du sculpt, ou même pour visionner des scènes tout simplement. Donc plein de petites modifications d'Eevee. Des modifications sur la librairie de base d'assets avec un magnifique squelette. Si jamais vous voulez faire quelque chose de très anatomique, ou vous amusez à faire du rig là-dessus ou autre, vous pouvez y aller, c'est totalement gratuit. C'est ce qui s'appelle l'asset bundle. Donc ça, je vous conseille de le télécharger et de le linker en fichier d'assets de Blender, comme ça, avec un drag and drop. Vous avez des gabarits de mesh d'humains, réalistes ou cartoon. Vous avez des mains, des pieds, des yeux, des bouches. Si vous voulez vous entraîner au sculpt en partant d'un base mesh, si vous voulez vous entraîner au surfacing humain, si vous vous entraînez au rig, à l'animation, c'est ultra cool parce qu'ils sont assez bien faits en termes de topologie et vous pouvez même vous amuser à détruire la topologie et à la refaire de A à Z si jamais ça vous intéresse. Beaucoup de modifications sur le compositing. Le but de cette version 5.1, si on peut la résumer, c'est de rendre homogène toute la philosophie du logiciel. Parce que actuellement, vu que Blender faisait beaucoup de choses,
on sentait que les modules étaient réfléchis de manière différente et pas forcément philosophiquement similaires en termes d'utilisation. Donc là, on a vraiment quelque chose, notamment avec le compositing, vous allez le comprendre, qui s'ancre un petit peu à la philosophie de Blender, qui a été amenée avec l'arrivée du Geometry Node, mais ce système nodal, ce système d'enregistrer des presets, ce système de pouvoir les drag and drop avec l'asset browser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui petit à petit arrive. Et c'est exactement ce qu'on a ici, avec maintenant ce qu'ils ont appelé une shelf, donc les utilisateurs de Maya connaissent cette notion-là, mais c'est une sorte de petit onglet qui va regrouper certaines informations, certains presets. Donc vous voyez que là, par défaut, on en a qui sont créés. On a quelque chose pour ajouter du grain, de l'aberration chromatique, du vignettage, du sépia, des petites modifications de couleurs. Tout ceci, c'est intégré avec un simple drag and drop. Donc vous allez voir l'avantage. Chromatic Aberration, par exemple. J'ai juste à prendre mon node, à le glisser dessus, et vous voyez qu'en temps réel, je peux configurer mon aberration chromatique. J'ai plusieurs réglages. Et en fait, tout ceci, c'est un système nodal. Donc si vous rentrez dans ce node-là avec Tab, vous allez voir que dedans, c'est exactement comme le Geometry Node. Donc ça devient un petit peu plus technique, mais du coup, ça vous offre un potentiel beaucoup plus important. Donc pour les gens qui sont un petit peu plus orientés tech, vous allez pouvoir créer vos propres nodes, éditer ceux déjà présents et les donner à des gens un petit peu plus artistiques qui vont pouvoir les utiliser. Et ceux qui sont uniquement artistes et qui veulent pas se prendre la tête, vous avez déjà des presets de fait. Je suis sûr que la communauté va faire plein de nodes assez fascinants qui seront partagés. Donc ça vous offre vraiment le plus de possibilités. Plutôt que faire du dev pour modifier des choses présentes par défaut dans Blender, il nous offre la possibilité, en faisant une sorte de visual scripting, de modifier les options déjà présentes, et ça c'est vraiment cool. Donc ça c'était l'aberration chromatique que vous connaissez. Le split toning, c'est vraiment pour la gestion de tout ce qui est highlight et ombre globalement en termes de colorimétrie. Vous avez la transition, à quel point c'est smooth ou autre, donc ça c'est assez intéressant. Et le tune image, c'est en gros un node qui va regrouper tout ce qui est nécessaire pour des modifications de base comme le contraste, comme le boost des couleurs, donc c'est une sorte de saturation, la clarité, les détails, à quel point c'est sharp, etc. Donc ça, c'est des presets de node. Je suppose qu'au fur et à mesure des versions, il y en aura des nouveaux. Celui qui est vraiment cool, alors déjà, l'aberration chromatique, pour ceux qui avaient utilisé l'ancien node du Lens Distortion, il ne prenait pas en compte l'alpha. Ça, c'est résolu. Maintenant, l'alpha est pris en compte. Pareil, pour ceux qui ont déjà fait des vignettes, avant, c'était vraiment une tannée. Il fallait faire un ellipse mask ou un box mask, le smoother avec du blur, le mettre en multiplication, en addition ou en ce que vous voulez sur l'image, c'était pas pratique. Là, drag and drop, ça marche nickel. Et du coup, ça veut dire que vous pouvez vous créer vos propres nodes, vos propres presets. Si vous avez vraiment une DA spécifique que vous voulez marquer à chaque rendu, ou si un jour vous faites votre compositing et vous dites « Ah mais ce réglage, il est pas mal, j'aimerais bien le garder », vous l'enregistrez en node et vous pouvez le réutiliser sur d'autres scènes comme n'importe quel asset. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment la philosophie de Blender de ces dernières années. Donc industrie ready pour s'aligner à certaines nécessités. L'ajout du motion blur dans le Grease Pencil, donc sans motion blur avec motion blur, donc ça c'est cool. Quelques modifications en termes de propriété de dessin. Donc on a soit quelque chose qui, vous voyez, avec des bouts sharp quand on lâche le crayon, mais sur les transitions sera adouci, soit du bout sharp à la fois sur les bouts et également sur les transitions, soit tout en biaisé, entre guillemets, donc plein de petits paramétrages. Pareil sur la superposition de certaines formes qui en fait prenaient 2 fois la superposition et qui au début et à la fin du tracé faisaient des sortes de superpositions pas très belles. Donc ça c'est également très cool. Grosse modification sur les séquenceurs. Donc toujours ce que je vous disais, dans l'optique d'avoir un logiciel homogène en termes d'utilisation, parce qu'il faut savoir que Blender propose énormément on va appeler ça de modules, de sous-parties, de fonctionnalités. Quelqu'un qui débute, c'est ultra perturbant de se dire, par exemple, quand je passe dans mes vidéos séquenceurs, j'ai l'impression que c'est un autre logiciel parce que la philosophie n'a rien à voir. Ça pour moi, c'est un problème de conception du UX/UI au début. L'ergonomie, l'UX/UI d'un logiciel, ça fait quand même 75% de sa facilité d'utilisation ou au contraire de sa complexité. Donc là, l'objectif, c'est d'intégrer le vidéo séquenceur vraiment de manière native, comme c'est présent sur les autres modules, pour pas se sentir perdu et pour se dire « Ah oui, là je suis dans Blender, j'ai mes repères, j'ai mes marques ». En gros, que j'utilise Blender pour de la 3D ou pour le séquenceur, l'objectif, c'est que vous ayez les mêmes réflexes d'utilisation. Ça, c'est un bon UX/UI. Et là, petit à petit, ils arrivent à le faire.
avec par exemple le petit panneau de propriété qui maintenant va vous remonter plein d'informations concernant le sequencer. Donc ça c'est vraiment cool, avec Proper Properties, qui maintenant bien évidemment s'affiche au bon endroit, ce qui n'était pas le cas avant. Vous pouvez vraiment rajouter des modifiers, comme si vous étiez en 3D, mais directement sur votre piste vidéo, donc ça c'est cool, pour de la colorimétrie ou autre. Vous avez même possibilité d'ajouter un modifier compositor, et ensuite tout ce que vous allez faire dans le compositing, ça va être en temps réel projeté sur la vidéo sequencer. Donc ça c'est vraiment chouette. J'avais parlé dans mon ancienne vidéo de la version 5.0, mais c'est ultra intéressant, il faut absolument que je refasse une vidéo dessus, vraiment sur ça, parce que ça va changer la vie pour ceux qui utilisent le sequencer. Des améliorations de synchronisation de scène quand vous êtes sur la partie viewport, sur la partie sequencer, ce qui n'était pas le cas avant. La possibilité de faire ce qu'on appelle un slip, donc c'est-à-dire de décaler le contenu de la vidéo sans décaler les bornes de début et de fin. Donc là, l'image est assez représentative. L'ajout également maintenant de toutes les propriétés de timeline directement dans tous les modules propres au timing, donc le sequencer par exemple, mais également tous les éditeurs d'animation, donc ça c'est cool. Avant on était obligé d'avoir une timeline qui traîne pour bouger ça, et vous voyez le fameux compositor modifier qui vous permet d'ouvrir le système de compositing nodal que l'on connaît, rajouter ce que je vous ai montré en haut par exemple avec le vignettage et l'aberration chromatique, et en temps réel, vous voyez que dans le compositor, on a bien tout qui fonctionne. Et c'est exactement le même principe et la même philosophie de modifieur habituel qu'on a dans Blender. Donc vous pouvez rajouter un compositor, ensuite une correction colorimétrique, un autre compositeur éventuellement. Donc ça c'est vraiment chouette. Vous voyez que dans le compo maintenant en haut, on a vraiment la notion, comme on a sur les shaders ou les geometry nodes, de presets à enregistrer. On peut se créer plusieurs compositing pour switcher d'un à l'autre. C'est vraiment cool. À l'utilisation, c'est très appréciable. Des modifications sur les modifiers. Le Array. Vous allez voir sur Blender 5, quand vous allez ouvrir le Array, vous allez en avoir deux. Il y a le Array Legacy, qui est l'ancien, et le nouveau Array qui est basé sur des geometry nodes. Et vous voyez, on peut faire des choses vraiment cool, à savoir le Array en cercle, par exemple. Ça, c'était ultra compliqué avant à mettre en place. Ça nécessitait plein d'objets intermédiaires ou autres. Là, c'est basé entièrement sur du geometry node. Ça veut dire quoi? Exactement comme je disais juste avant. Ça offre la possibilité à l'utilisateur de modifier les fonctionnalités natives du logiciel. Ça peut paraître anodin, mais c'est quand même assez fou. Avant, quand on avait le modifier Array, soit vous deviez aller dans le code propre du logiciel pour modifier son comportement, soit vous deviez vous-même créer votre fonction, soit vous deviez le faire de A à Z dans Geometry Node. Maintenant, il vous propose déjà un preset Geometry Node qui permet de faire un Array. Et donc là, c'est pareil. Rien ne vous empêche d'ouvrir le Geometry Node, de rajouter par exemple, je sais pas, imaginons que là, il n'y a pas de randomisation de shader. Vous pouvez mettre un random de shader dans votre Array de manière nodale, l'enregistrer, le réutiliser ailleurs, le partager à d'autres personnes si vous souhaitez. Donc c'est vraiment cool. Ça vous offre un tableau qui est peint un petit peu par défaut, et vous rajoutez ce que vous voulez, vous modifiez un petit peu le truc, donc ça c'est vraiment chouette. Donc il y a le Array, il y en a un autre sur les curves également, voilà, le curve to tube qui est assez intéressant parce qu'avant on était obligé de faire une modification d'extrude de curve et de le convertir en mesh. Là ça permet directement d'avoir un mesh directement. Ils n'ont pas présenté non plus le scatter on surface que je trouve extrêmement intéressant. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas présenté parce que pour moi c'est une des fonctionnalités les mieux de cette nouvelle version. Ça vous permet de faire un système de scattering directement en Geometry Node avec un modifier. Avant on était obligé de tricher ça en passant soit par le système de particules qui n'est pas fait pour ça, soit en faisant nous-mêmes un système de Geometry Node pour le faire. C'est ce que j'avais fait moi dans la plupart de mes scènes. Mais maintenant c'est présent de base, donc c'est très cool. Vous avez un sol, vous prenez une collection, il va vous le scatter dessus avec un random de position, de rotation, d'échelle, etc. On a également le Instance on Element, qui est un petit peu l'équivalent, mais qui permet... Alors là, je crois qu'ils ont fait voilà, une explication sur le Array, le Scatter on Surface, vous voyez, ça permet vraiment de projeter des éléments à une surface. On peut même peindre effectivement des masques, ça marche très bien. L'Instance on Element, qui n'est pas tout à fait pareil, à pas confondre avec le Scatter, ça va instancier des éléments, vous voyez, directement sur une surface. Donc ça, c'est assez intéressant. Le Randomize Instance pour ensuite rajouter de la randomisation sur cette instance. Le Curve to Tube qui permet, vous voyez, de générer un objet. Vous choisissez la forme, et là c'est un cercle par défaut, hein, mais on peut prendre une forme custom qui va faire une sorte d'extrusion le long d'une curve. Bon, le Geometry Input qui va changer certaines informations de géométrie. Donc ça, c'est quand même très très cool. Et ça brise un petit peu la passerelle entre les modifiers et le Geometry Node. Il faut savoir que le Geometry Node, en sortie, crée un modifier.
Donc avant, la philosophie était unilatérale, ça allait que dans un sens. Je crée un Geometry Node pour faire un modifier. Maintenant, Blender nous propose des modifiers et on peut éditer le Geometry Node associé. Donc c'est quand même cool d'avoir maintenant quelque chose qui va dans les deux sens. Des améliorations sur les UV, beaucoup plus optimisées, notamment sur la synchronisation de ces derniers. Quand on sélectionnait des UV avant, ça ramait un petit peu, notamment quand on avait des polygones un petit peu denses. Donc là, c'est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est très très cool. Plein de nouvelles améliorations d'extension. Ce que je vous disais tout à l'heure en termes de réalité virtuelle, des améliorations, maintenant compatibles avec des effets comme le vignettage, comme certaines propriétés qu'on avait présentes avant. Ça, je ne l'ai pas du tout utilisé. J'ai jamais utilisé la VR, que ce soit dans Blender ou un autre logiciel. Donc, je vous laisse creuser pour ceux que ça intéresse. Et il y a ensuite plein de modifications que vous pouvez regarder. Donc, la grosse feature qui est manquante, après, ils avaient dit que ce ne serait pas dans la 5.0, mais bon, on espérait. J'avais pas lu exactement les roadmaps. C'est le DLSS qui est une optimisation, donc le super sampling, qui est une optimisation de NVIDIA qui permet de calculer une image à faible résolution, de l'upscaler et avec un DLSS, du coup, c'est Deep Learning Super Sampling, avec un réseau de neurones, ça permet d'avoir un rendu parfois plus qualitatif qu'avec l'image native de base. C'est-à-dire que pour un rendu 4K, vous allez le calculer en 1080p et l'upscaling en 4K va être vraiment quasiment temps réel et sans perte de qualité. Alors, il y a il y a un curseur de réglage. Il y a rapide, équilibré, qualité, beaucoup de qualité. Donc forcément, plus vous allez vers la qualité, plus ça nécessite des ressources. Donc normalement, ça sera compatible qu'avec les utilisateurs NVIDIA parce que c'est vraiment une propriété NVIDIA. Qu'avec les cartes graphiques RTX, je pense. Donc à voir, hein. Peut-être que là, je vous dis des choses qui rien n'est acté sur ça. J'ai pas eu plus d'informations que vous là-dessus. Donc faudra regarder, mais en tout cas, les démonstrations qui sont sorties, ça veut dire qu'en temps réel, sans parler d'un rendu, mais en temps réel Cycles Viewport, vous allez pouvoir vous balader, ce sera ultra fluide. Là où avant, déjà le denoise était une grande évolution parce qu'en temps réel, on pouvait voir quelque chose d'assez qualitatif. Donc le combo denoise plus upscaling, ou alors pas de denoise et upscaling, à vous de voir, on verra comment ça se comporte. Ça va vraiment fluidifier les choses, ça va améliorer votre manière de travailler, la fluidifier, la rendre plus rapide, et les rendus, en termes de résolution, pour faire un rendu 4K en cycles, ben maintenant ce sera beaucoup plus rapide. Donc j'attends de voir ça avec impatience. En tout cas, en attendant, cette version 5.0 est disponible gratuitement. Ceux qui arrivent sur des sites qui vous demandent de payer ne serait-ce qu'un centime, vous n'êtes pas au bon endroit. Donc faites attention. Il y en a beaucoup qui font des sites avec des faux blenders qui circulent ou autres, donc allez sur le site officiel, vous prenez pas la tête, ou alors des plateformes très connues comme le store de Microsoft, comme Steam, qui met perpétuellement à jour Blender, c'est quand même relativement safe, donc vous ne serez pas embêté. Donc j'espère que ça vous aura plu. Les grandes lignes, si on revient dessus, tout ce qui est espace colorimétrique avec l'Aces, par exemple, le nouveau Sky, avec le multiscattering qui est trop bien, le radial tiling pour avoir des textures de manière radiale projetées dynamiquement, la possibilité d'avoir une itération, donc une boucle dans les shaders pour faire par exemple des fractales, mais pas que, hein, il y a plein d'optimisations sur ça, des rendus plus rapides, sur le volumétrique, l'amélioration du SSS, le nouveau Metallic Thin Film Iridescence qui permet d'avoir un effet irisé sur les métaux, la subdivision subdynamique, j'ai trop parlé, la subdivision dynamique, l'adaptative subdivision, qui est view dependent, basée sur une notion de pixels pour savoir à quel point vous devez subdiviser par rapport à ce que voit la caméra. Donc ça c'est vraiment chouette. Optimisation d'ouverture et de compilation de shaders, l'ajout de spéculaire sur le matcap, l'amélioration de la librairie d'assets, le compositing avec du drag and drop et des presets de node, le motion blur, l'interprétation des brushes directement dans le Grease Pencil, le sequencer qui maintenant est beaucoup plus intégré à la philosophie et à l'interface de Blender et un bridge avec le compositor, donc ça c'est vraiment cool, et les modifications d'anciens modifiers comme le Array, qui est basé maintenant sur un système nodal de géométrie node. Ils ont gardé l'ancien pour compatibilité avec les scènes, mais si vous commencez une nouvelle scène sur 5.0, utilisez les nouvelles fonctionnalités, elles sont très très bien, et elles fonctionnent beaucoup mieux que les anciennes. J'espère, j'ai failli m'étouffer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris pas mal de choses, que ça vous a donné envie potentiellement de vous remettre à Blender. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux sociaux si ça vous intéresse. Il y a Instagram sur lequel j'ai posté encore récemment un rendu. Vous pouvez regarder, hein, je mets de temps en temps mes créations 3D. Il y a Twitch également sur lequel je fais des lives 3D tous les week-ends. Donc je pense que demain soir,
De 20h à 22h, on utilisera la version 5.0. Je vous représenterai un petit peu les nouveautés. Je répondrai à vos questions en direct. On fait des scènes 3D en temps réel aussi. Je vous explique. Je réponds aux questions. Ça vous permet de voir un petit peu de A à Z les projets aussi, comment ils peuvent être réalisés. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Vous avez également le Discord dans la description d'entraide si vous avez des questions, où les gens sont beaucoup plus réactifs. Et j'avoue que des fois, je j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires et j'en suis désolé. Merci à tous et je vous dis à la prochaine et bon Blender.